Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Épisode numéro 107. Bon, le concept de l'émission, je vais passer en revue sommairement 4 articles de la presse concernant les finances personnelles. Je tombe souvent là-dessus, des articles en finances personnelles. Bon, c'est le concept aujourd'hui. Donc, indépendance financière et hypothèque. J'aime pas parler d'actualité, nécessairement ce qui se passe dans les nouvelles, la politique. Indépendance financière et hypothèque, c'est plutôt par rapport à nos finances personnelles, par rapport à ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour partir de zéro, se rendre à 1 million, 2 millions, 3 millions en valeur nette, qui, je crois, devrait être un cheminement pour nous amener vers l'indépendance financière, vers moins d'anxiété financière. La section finances personnelles de La Presse Plus ou de La Presse a souvent de très bons articles. Et puis, c'est ça, je vais m'inspirer un peu des 4 derniers articles. Donc, j'en ai choisi 4, les 4 derniers qu'il y a en ce moment. Je les ai regardés, j'ai pris des notes. On va regarder ça rapidement là, ensemble aujourd'hui. Puis ça va être ça, l'épisode numéro 107. Avant de commencer, je veux vous parler du Club Privilège. Le Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie. C'est une infolettre avec un article et une question à laquelle vous pouvez répondre pour participer au concours mensuel. Ce concours-là, il y a un grand prix à gagner d'une valeur entre 1 500 et 5 000 $. Souvent, c'est des cartes cadeaux. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Là. Vous faites juste répondre à la question. Vous êtes automatiquement inscrit. Pour vous inscrire au Club Privilège, aussi, moi, c'est un privilège que je donne aux auditeurs d'indépendance financière et hypothèque. Vous pouvez aller sur ma page web, donc sur le site frédériclacharité.com/club-privilège. Vous faites juste entrer votre nom, votre adresse courriel, et puis je vais vous ajouter au Club Privilège. Vous allez recevoir le prochain courriel mensuel. Deuxième chose que je veux parler, c'est ma page Facebook. Si vous voulez plus de contenu de ma part, vous pouvez aller vous inscrire sur ma page Facebook. Pas ma page personnelle, parce que celle-là, elle est quand même publique, mais je ne poste rien dessus. Là. Si vous allez juste sur Frédéric Lacharité, vous allez voir une photo de moi avec mon chien. Je ne poste pratiquement rien là-dessus, mais j'ai une autre page qui, auparavant, s'appelait Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je l'ai renommée cette semaine avec le nom du podcast. Donc maintenant, ça s'appelle Indépendance financière et hypothèque. Frédéric Lacharité. Donc, vous allez quand même voir que c'est associé à moi, à mon nom, à mes activités de courtage hypothécaire, mais je veux faire plus de contenu sur l'indépendance financière sur cette page-là. Vous pouvez aller vous inscrire sur Facebook si vous êtes sur Facebook. Sinon, sur les autres plateformes, je ne suis pas trop présent. C'est des projets peut-être dans le futur où est-ce que je voudrais aller sur Instagram, TikTok, faire des vidéos, tout ça. Mais je vous avoue que mon contenu présentement, c'est le podcast. Et puis, je fais des petites publications parfois sur ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Ça, c'est le nouveau nom. Donc, on commence l'épisode numéro 107. Le premier article que je veux parler, c'est pas de millions, pas de BMW. OK, ça, c'est donc toujours dans finances personnelles. Ça va être dans la catégorie l'argent et le bonheur. L'auteur, c'est Nicolas Bérubé, sorti le 29 juin. Je vous résume donc les réflexions qu'il y a dans cet article-là. Il dit « Les gens pensent qu'il faut être un salaire élevé pour s'enrichir. » Donc souvent, les gens ne vont pas s'intéresser aux finances personnelles parce qu'ils se disent qu'ils ne font pas assez d'argent. Puis dès lors, ils vont penser à autre chose. Ils ne vont pas se soucier. Ils vont juste dépenser complètement tout leur argent. Et puis, ils ne vont pas trop penser au futur parce qu'ils se disent en partant, je ne fais pas assez d'argent dans le fond. Mais là, ce que Nicolas nous dit, c'est que faites attention, on peut s'enrichir même si on ne fait pas trop d'argent. N'abandonnez pas l'idée, OK, d'aller épargner puis d'être bon avec l'argent juste parce que votre salaire est bas. On peut y arriver quand même. On peut dégager une épargne. Continuez à vous intéresser aux finances personnelles, à vous éduquer financièrement, ça vaut la peine. Ensuite, Nicolas Bérubé, il revient dans l'article, il dit OK, souvent les gens se disent « Je travaille fort, donc je peux me le permettre. »
Mais lui, il dit on devrait remplacer ça par une phrase qui fait plus de sens pour lui. Donc, c'est je suis riche, donc je peux me le permettre. Donc, ne pas associer le fait qu'on travaille fort pour dépenser. OK? C'est souvent une excuse qu'on se donne. Je le mérite, je travaille fort. Oui, mais oublie pas que tu as ton futur aussi. Ton futur, toi, il va-tu être content de ce que tu as fait en ce moment avec ton argent? Ça vaut la peine d'y réfléchir. OK? Puis là, il donne des idées, OK, pour un petit peu s'aligner dans le bon sens, pour s'aligner dans le bon sens. Il parle de 30% pour le logement. On devrait se limiter pour notre logement à 30% de notre revenu. Ensuite, penser en termes de placement au lieu de penser en termes de salaire. On revient avec ce qu'on disait au début. Souvent, on pense que la richesse, c'est le revenu annuel, mais non, en réalité, on peut avoir un salaire très, très, très élevé, mais avoir 0 $ d'accumulé dans son patrimoine. Là, ce qu'on dit ici, c'est qu'on devrait plus penser en termes de placement, en termes de patrimoine. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a réussi à accumuler? C'est ça notre vraie richesse. Parce que notre salaire, c'est éphémère. Du moment qu'on arrête de travailler, le salaire arrête. Donc, ce qui reste, c'est ce qu'on aura réussi à accumuler en placement. Donc, ici, là, on fait le lien avec le pas de million, pas de BMW. Ça veut dire, oui, je le mérite, je travaille fort, donc je pourrais me permettre un paiement de BMW, mais en réalité, une voiture de luxe, ça devrait être associé au fait qu'on a réussi à accumuler 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Si on n'a pas ça, dans le fond, on n'a pas vraiment les moyens, même si on a le revenu, on a le salaire pour, mais si on n'a pas le patrimoine, les placements, on n'a pas vraiment la richesse pour s'acheter une voiture de luxe. C'est en fait ce qui va nous empêcher de cheminer vers la liberté financière, vers l'indépendance financière, c'est d'avoir acheté notre BMW alors qu'on n'a pas vraiment 1 million. Donc, c'est pour ça qu'on dit pas de million, pas de BMW, ça devrait être notre mindset. Donc, je vous envoie à mon épisode numéro 49, OK? Les 3 règles pour l'achat d'une voiture. 1, c'est de l'acheter cash. 2, c'est on ne devrait pas avoir en valeur de voiture plus que la moitié de notre revenu annuel. OK, vous irez voir là, l'épisode 49. Puis ensuite, c'est les voitures neuves. Tant qu'on n'est pas millionnaire, ça veut dire avoir 1 million en valeur nette d'actifs. On ne devrait même pas regarder du côté des voitures neuves parce que les voitures neuves vont déprécier vraiment beaucoup, beaucoup dans les premières années. On devrait se limiter donc aux voitures. Donc, avec ces 3 petites règles-là, acheter sans crédit, se limiter à la valeur des voitures qu'on a dans notre stationnement selon notre revenu annuel. On y va à 50%. Donc ça, c'est les 3 règles en passant de Dave Ramsey. Puis je trouve que c'est un bon point de départ. Juste la règle numéro 1, c'est un excellent point de départ. Puis souvent, c'est une règle qui n'est pas que 80% des gens ne vont pas respecter, c'est-à-dire tout le monde achète des voitures à crédit. J'ai même commenté ce matin dans une publication sur le groupe Facebook L'argent ne dort jamais. C'était une mère qui demandait des conseils par rapport à l'achat d'une voiture pour sa fille. Là, on arrivait à la solution d'acheter une voiture à 10 000 $, sa fille de 18 ans. On regardait pour acheter une voiture de 10 000 $, puis là, on a juste la moitié en épargne. Puis là, dit oui, mais je devrais peut-être, notre plan, c'est de le rembourser sur 18 mois. Puis bon, on se donne plein de justifications pour dire oui, mais on va aller acheter la voiture à 10 000 $. On a fait, tu sais, puis là, la mère essaie d'aider sa fille. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas d'aider son enfant, de banaliser l'utilisation du crédit pour la voiture, de normaliser. Puis ensuite, la mère me répond oui, ça va lui apprendre donc à avoir un paiement. Oh my God, moi, je ne voudrais jamais apprendre à mon enfant à avoir des paiements. Tu n'as pas besoin, on va en avoir des paiements, peu importe. Tu n'as pas besoin de faire pratiquer ton enfant à avoir un paiement. C'est le contraire. Tu veux que ton enfant ait le moins de paiements possible. Tu veux libérer ton cash flow parce que c'est ça qui va mener à la liberté financière, c'est ne pas avoir de paiement. Bon, voilà. Donc, l'idée de s'en tenir à ce qu'on a comme argent pour acheter sa voiture. Là, en plus, la mère, c'est ça, me répond ma fille travaille depuis 3 ans, elle a besoin d'une voiture. Je comprends qu'on a besoin d'une voiture, mais est-ce qu'on a besoin d'une voiture à 10 000 $? Moi, entre 18 et 20 ans, j'avais une voiture qui avait coûté 600 $. Puis ensuite, entre 20
puis 28 ans, même jusqu'à entre 20 et 31 ans, je me suis promené avec des voitures qui avaient coûté entre 1000 et 3000 $. Donc, pourquoi qu'à 18 ans, quelqu'un aurait besoin d'une voiture à 10 000 $ aujourd'hui? Je comprends là, qu'il y a de l'inflation, que dans mon temps, c'était peut-être un peu moins cher, les voitures, mais je pense pas quand même que la voiture de base, maintenant, est à 10 000 $. Il doit quand même y avoir des voitures qu'on peut acheter avec quelques centaines ou quelques milliers de dollars sans devoir s'endetter. Puis mon autre question, c'est oui, mais là, si son enfant travaille déjà depuis 3 ans, pourquoi que maintenant elle a besoin d'une voiture à 10 000 alors que ça fait 3 ans qu'elle travaille? Donc, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, avec un parent qui va encourager ou qui va banaliser, qui va normaliser l'utilisation de l'endettement. Je comprends un enfant qui veut absolument une belle voiture parce que c'est normal, on a 18 ans, on travaille, on se dit, crème, je vois tout le monde avec des belles voitures. Tu sais, on comprend un enfant de 18 ans ou une personne de 18 ans parce qu'on n'a pas d'expérience en finances personnelles, puis on se compare aux autres. Mais quand c'est les parents qui nous aident à aller chercher un prêt pour notre voiture, j'ai un petit blocage rendu là. C'est comme si on passe nos mauvaises habitudes. Puis tout le problème est justement là, OK? Parce que ça semble banal, ça semble anodin d'aller emprunter pour sa voiture, mais ça l'ouvre la porte à toutes nos habitudes de consommation pour le futur. On va toujours se dire oui, mais c'est correct, c'est pas si pire. Puis là, ben, on va avoir une vie correcte, pas si pire, normale, au lieu de faire les choses de façon extraordinaire et puis là, de cheminer vers l'indépendance financière. Je reviens à pas de millions, pas de BMW. Euh, Dernière partie de l'article parle des enfants. OK, prudence. Ça, c'est souvent une justification. On dirait quand on a des enfants, là, toutes les notions de finances personnelles raisonnables prend le bord parce que là, ça devient pour le bien de notre enfant. On veut le meilleur pour notre enfant. Donc là, au lieu d'aller acheter des choses peut-être qui ont un coût raisonnable, on va acheter ce qu'il y a de meilleur, on va acheter neuf, on va tout dépenser pour nos enfants parce que nos enfants, c'est ce qui est de plus précieux. Puis là, on oublie tout ce qui est raisonnable et on oublie que pour nos enfants, ce qu'il y a de mieux, c'est que nous, notre santé financière soit sous contrôle. Parce que si on va s'endetter, si on dépense tout puis qu'on n'épargne pas, on va éventuellement subir de l'anxiété financière et nos enfants vont en souffrir dans leur... Il va peut-être y avoir des chicanes dans la famille et puis ça, c'est pas mieux dans le fond. Donc, en premier, il faut prendre soin de nos finances personnelles, il faut prendre soin de notre épargne, il faut prendre soin de notre paix financière. Et puis les enfants, souvent, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on va faire comme dépense, OK? On peut y aller seconde main, on peut trouver des solutions qui coûtent moins cher. Faire attention, être conscient que parfois, lorsqu'on a des enfants, on va comme se mettre à dépenser parce que ça devient un petit peu émotif, les dépenses qu'on fait, puis on oublie de revenir à la base que, OK, il faut regarder les revenus qu'on a, il faut s'en garder quand même pour la retraite. Oui, il faut en garder de l'épargne il faut essayer d'éviter l'endettement. Puis on ne va pas partir sur l'idée de dépenser en fou parce que là, on a des enfants. Okay? Puis là, ce qu'on dit dans l'article ici, Nicolas Birubé, ça vaut la peine de le prévoir, de le planifier, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on va dépenser une fois qu'on va avoir des enfants, d'y réfléchir un peu d'avance. Ça se planifie, ça se prévoit. Parfois, bon, l'enfant arrive, puis peut-être qu'on n'était pas prêt, on s'ajuste à ce moment-là. Mais bon, c'était l'article de Nicolas Birubé. Pas de millions, pas de BMW. Je passe au prochain article. Les autres articles, je pense, vont prendre moins de temps là, à résumer. Donc, 29 juin, Martin Vallière, Train de vie. Le titre de l'article, c'est « La retraite à 50 ans pour voyager ». Donc ici, là, on a un cas. C'est un train de vie, dans le fond, c'est qu'on prend une personne, on prend ses informations, puis on va voir un planificateur financier. Bon, moi, je ne ferai pas l'analyse. Évidemment, je ne suis pas planificateur financier, puis... évidemment, quand on approche de la retraite comme ça, on veut prendre sa retraite à 55 ans. Là, la personne ici a 46 ans puis dresse son
portrait financier. Donc, puis les planificateurs financiers ici sont arrivés avec des recommandations. Tout ça, c'est très bien. Je ne vais pas commenter là-dessus parce que, ben, c'est ça, là, c'est des calculs basés sur nos revenus dans le temps, puis de décaissement, tout ça. Puis c'est très, très bien. Il faut aller voir un planificateur financier pour regarder tous ces détails-là. Euh, Moi, je vais commenter. OK, premièrement, je vais vous donner le portrait financier. OK, donc là, la personne ici, un nom fictif, Frédéric, c'est une femme, Frédéric QE, donc 46 ans, célibataire, mère d'un cégepien pré-universitaire de 18 ans, logé à domicile, qui habite encore chez sa mère. Donc ici, on a comme actif financier, OK, un REER, 450 000, un CELI, 18 000, REEE pour son fils qui est au collège de 13 000 environ. Ensuite, des actifs non financiers. On a une maison puis un quadruplex. Donc, la maison vaut à peu près 450 000 et le quadruplex environ 500 000. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, OK? On va dire ici, là, dans le fond, grosso modo, puis on a une dette, OK? Peut-être la dernière chose, là, c'est qu'on a des hypothèques pour environ 500 000. Donc, on a à peu près 1 million d'immobilier. On a à peu près 500 000, donc la moitié en hypothèque. Puis, on a à peu près un autre 500 000 en placement. OK? Donc, dans le fond, cette dame-là, 46 ans, a une valeur nette d'1 million. On est millionnaire. 500 000, dans le fond, est dans l'immobilier. Un autre 500 000 est dans les REER. Et là, je ne vais pas commenter, arriver avec les conseils de ce que les planificateurs financiers, parce que là, ce que la dame veut savoir, c'est est-ce qu'elle peut, à 55 ans, peut-être prendre une retraite hâtive, puis augmenter son budget de voyage. Puis vous lirez l'article si ça vous intéresse de voir ce que les planificateurs financiers ont dit. Moi, je commenterais seulement, je me pose la question aussi, on a 46 ans, puis on a encore 500 000 de dette hypothécaire. OK? Puis on pense prendre sa retraite dans 10 ans, une retraite hâtive. Tout de suite, si c'était moi qui avais 46 ans, OK, avec mon fils de 18 ans, je me poserais la question, est-ce que j'aime ça avoir un quadruplex? Est-ce que j'aimerais pas plutôt ça, simplement ne plus avoir de paiement hypothécaire? Parce que là, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est vendre le quadruplex et on efface donc le 500 000 de dette et on se retrouve à 46 ans avec une résidence qui vaut à peu près 500 000 500 000 en REER, donc toujours millionnaire, mais plus aucune dette hypothécaire. Moi, je pose la question. Je pose la question aussi. Oui, c'est vrai que si on garde le quadruplex sur une longue période de temps, peut-être que ça va gagner plus. Mais on a toujours cette dette-là qui est à côté de nous. On doit rembourser. On paye de l'intérêt quand même là-dessus. Puis, de ce que je comprends aussi, c'est que cette dame-là a un très bon salaire fait autour de probablement 150 000 par année à son travail. Donc, moi, je me mets à sa place, puis, OK. Puis c'était pas la question dans l'article, là, à savoir est-ce qu'elle devait vendre ou pas le quadruplex. Mais moi, c'est juste quand je regarde cette situation-là, je pense à ça. Je me dis, OK, est-ce que c'est nécessaire de conserver le quadruplex? Parce que moi, quand j'ai approché la quarantaine, en fait, j'avais 38 ans, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié me retrouver sans paiement hypothécaire. Puis déjà, à partir de ce moment-là, dès qu'on n'a plus de paiement hypothécaire, on a un sentiment déjà de pré-retraite. Ça veut dire que nos dépenses de loyer sont très basses. On diminue nos dépenses annuelles. Ici, c'est une possibilité. En tout cas, je lance ça comme possibilité. Est-ce que peut-être que cette dame-là s'occupait de ses 4 locataires dans son quadruplex, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour elle, ou peut-être que non, peut-être que c'est son fils aussi qui s'occupe Bon, rendu là, je ne le sais pas. Puis en plus, dans l'article, il y a comme une question où est-ce que la dame veut léguer son quadruplex à son fils de 18 ans. En général, puis là, je ne dis pas que c'est la situation aussi, en général, des idées comme ça, je trouve que ça vient un petit peu amputer notre situation financière si on se met à penser, à s'attacher comme ça à un immeuble locatif, dire qu'on veut léguer ça à nos enfants. Tu sais, là, on a 46 ans, puis notre idée, c'est qu'on veut voyager, peut-être que de se libérer de ça, ne plus avoir d'hypothèque. Puis là, à ce moment-là, on devient vraiment le maître de notre revenu. Tu sais, parce qu'avec 150 000 de revenus en salaire,
on peut en mettre de côté. Si on n'a plus d'hypothèque à payer, si on a réduit nos dépenses au minimum, on peut décider d'en mettre dans nos réels. On peut commencer à voyager. Je pense qu'on pourrait augmenter tout de suite notre budget de voyage si on voulait commencer à en profiter. Et puis, je comprends l'idée noble de vouloir léguer quelque chose à notre fils, mais rendu là, on veut quand même vivre et profiter de notre travail qu'on a fait au cours d'une vie. Donc, moi, c'est la question que je posais par rapport à ce train de vie-là. Puis, tu sais, j'ai regardé peut-être pendant 10-15 minutes, j'ai lu l'article, puis c'est les réflexions qui me sont venues en tête. C'est ce que je partage avec vous là, aujourd'hui sur le podcast, des pistes de réflexion. Donc, voilà, OK. Je passe au troisième article. C'est encore un article sorti le 29 juin. Alain McKenna. Donc, on parle du marché automobile. Puis là, ben, c'est un commentaire. Le titre de l'article, c'est Une mine d'or dans votre entrée de garage. Le message, c'est que présentement, avec la hausse des tarifs, entre le Canada et les États-Unis, le marché de l'automobile, les voitures usagées ont gagné beaucoup en valeur et ça peut être très payant de vendre sa vieille voiture à condition qu'on n'ait pas besoin d'en acheter une deuxième. Donc, c'est facile de vendre sa voiture, mais c'est difficile d'en acheter une. Ben oui, c'est le même problème dans le fond. Donc, on a peut-être une mine d'or dans notre entrée de garage. Notre voiture d'occasion vaut peut-être un petit peu plus cher parce que là, les voitures usagées sont en demande, les voitures d'occasion. Encore là, ici, je reviens moi au même message. Faire attention, on veut l'acheter avec l'argent qu'on a sous la main. Si on veut s'acheter une plus belle voiture, le meilleur plan, c'est de se faire un programme d'épargne et de mettre de l'argent de côté. Et dès qu'on a atteint le montant du coût d'achat de la voiture qu'on veut, ben à ce moment-là, on l'achète. Puis ça nous fait une belle façon de procéder. OK, ça nous set les limites. On sait exactement pour combien de voitures on a les moyens si on décide de l'enlever comme option. OK, si on enlève ça comme option, on va automatiquement faire un choix de consommation de voitures plus raisonnable. OK, super simple. Super simple. On enlève le financement de l'équation, puis on regarde l'argent qu'on a, on regarde la voiture qu'on a. Si on veut la changer, ben on regarde combien qu'elle vaut, combien qu'on peut avoir pour, puis on magasine notre nouvelle voiture de cette façon-là. Oui, ça coûte plus cher. Justement, parce que tout coûte plus cher, OK, la solution, c'est pas d'aller vers l'endettement. On va se mettre encore plus dans le trouble en allant vers l'endettement. On hypothèque notre futur, on s'handicape pour le futur en faisant ça. On va s'ajuster avec les réalités d'aujourd'hui, puis notre futur nous-mêmes va nous en remercier. OK, donc, on va se limiter à ce qu'on a comme argent. Puis, que le prix des voitures a augmenté, la guerre tarifaire, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ce qu'on a le contrôle, c'est le prix qu'on va payer, nous, l'argent qu'on a. Il y en a des voitures qui ne coûtent pas cher. Oui, ils vont avoir une moins bonne qualité. On va peut-être devoir aller au garage ou peut-être qu'on va décider qu'on va avoir une seule voiture pour le ménage ou peut-être qu'on va décider que de payer des Uber puis des taxis, dans le fond, ça revient peut-être moins cher que d'avoir une voiture. On peut faire les calculs. Donc ça, c'était l'article « Une mine d'or dans votre entrée de garage ». C'était mon commentaire sur cet article-là. Et dernier article que je veux commenter, celui du 28 juin, l'auteur de l'article Camille Dauphinet-Pelletier dans la rubrique Démystifier l'économie. Là, on va parler l'argent dans un REEE peut-il être utilisé lors d'un retour tardif aux études? Ce que l'article dit, c'est qu'on revient avec les règles un peu autour du REEE. Le scénario où est-ce qu'on a mis de l'argent de côté pour notre enfant. Notre enfant a grandi et peut-être n'a pas utilisé tout l'argent lors de ses études. Peut-être qu'il a commencé, par exemple, un DEC technique ou a commencé un programme d'études à courte durée après le secondaire, OK? Parce qu'on se rappelle, pour pouvoir retirer les subventions et le rendement d'un REEE, il faut absolument aller dans un programme éligible post-secondaire. Okay? On a besoin de cette preuve-là pour être capable de retirer ces montants-là. Toutes les cotisations que le parent a faites, lui, ça c'est correct. On peut, dès
que le secondaire est fini, on peut le retirer sans impôt. C'est le parent, celui qui a cotisé, dans le fond, dans le REE, qui peut retirer ça. Puis après ça, il peut donner ça à son enfant s'il veut, mais dans le fond, on peut retirer ça libre d'impôt parce que de toute façon, c'était de l'argent libre d'impôt qu'on avait mis à l'origine. Mais tout ce qui est subvention et rendement sur les cotisations et les subventions, donc ça, on va devoir fournir une preuve pour pouvoir les retirer. Et puis là, qu'est-ce qui arrive si on a retiré un certain montant et que l'enfant a commencé à travailler par la suite et n'était plus éligible puis qu'on a laissé de l'argent? OK, on a laissé de l'argent dans le REE. Bien, la règle, c'est que c'est 35 ans après l'ouverture qu'on va devoir être forcé. Donc, techniquement, c'est vrai que si l'enfant a commencé à travailler et veut retourner aux études plus tard, bien, il faut que ça se fasse avant la fin de la 35e année, anniversaire de l'ouverture du compte REE. OK, donc il y a une petite mécanique ici. Puis techniquement, si on retourne aux études dans un programme éligible, on pourrait à ce moment-là retirer. Il pourrait y avoir eu jusqu'à 35 ans où est-ce que l'argent a fructifié dans ce compte-là à l'abri de l'impôt. Et on pourrait retirer, oui, si ça se fait dans les dernières années, là, avant la 35e année d'ouverture du dossier. Donc, c'est pas en fonction de l'âge, mais c'est bien en fonction de l'ouverture du compte REE. Qu'est-ce qui arrive si on ne retourne pas aux études? Ben là, c'est que l'argent va être remis à celui qui a cotisé. Ça peut être transféré dans un REER, puis il peut y avoir des pénalités. Il peut y avoir des pénalités aussi, 20%. Mais l'argent peut être retiré, peut être soit imposé dans les mains de celui qui a cotisé, donc le parent, ou peut être transféré dans ses REER s'il y a de l'espace de cotisation REER. Et voilà, ça fait un petit peu le tour là, de cet article-là. On parlait de est-ce que l'argent dans un REE peut être utilisé lors d'un retour tardif aux études? La réponse est oui, mais il y a quand même une limite de temps, 35 ans après l'ouverture du compte REE. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour l'épisode numéro 107 de Indépendance financière et hypothèque. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.